On avait 3 points donc à développer. Le premier, c'est faire le bilan de la campagne et du premier tour de l'élection présidentielle. Ensuite, donner un petit peu notre point de vue de la recomposition de la gauche et des forces politiques nationalement et en particulier sur la circonscription. Et puis enfin, présenter brièvement nos axes de campagne et la manière dont on pense mener finalement cette campagne électorale des législatives. Je crois que vous n'habitez pas dans cette circonscription, dans la deuxième. Vous êtes plutôt tourné vers la première circonscription. Effectivement à Lannemezan. Après, je suis de la région, j'ai fait mes études au lycée Théophile Gautier à Tarbes. Donc voilà, je connais quand même bien le secteur, même si effectivement je n'habite pas sur la deuxième circonscription. Vous voulez tirer d'abord un enseignement sur le premier tour des élections présidentielles. Voilà, alors effectivement, ce qu'on voulait dire, c'est, au-delà de, évidemment, notre déception, c'était évidemment notre premier sentiment de ne pas être au deuxième tour et surtout de ne pas pouvoir mettre en œuvre les mesures que nous portions et qu'on estimait nécessaires et même vitales pour certaines d'entre elles. Donc au-delà de ce sentiment de déception, on constate quand même le très beau score qui est réalisé dans les Hautes-Pyrénées en général par Jean-Luc Mélenchon, avec près de 20% des voix, ce qui est quand même considérable. Et on tenait à remercier évidemment les plus de 26 000 citoyens donc qui ont porté leur voix sur nous, qui ont confirmé leur soutien finalement à notre programme, l'avenir en commun. Et notre grande fierté à cet égard, c'est le vote des jeunes. Vous avez sans doute vu l'analyse sociologique qui est faite des résultats et qui nous place quand même bon premier chez les 18-25 ans, ce qui est quand même à notre avis tout à fait significatif relativement à ce qu'on propose. Donc ça, pour nous, comment on l'analyse localement, c'est le résultat d'une campagne de terrain. On a été très présent sur les marchés, vous l'avez vu, on a fait certaines actions assez spectaculaires. Et puis c'est aussi une validation des thèmes qu'on a voulu porter et mettre en avant, c'est-à-dire l'écologie avant tout, centrale, l'urgence écologique, mais aussi les problématiques sociales et démocratiques, d'exigence de démocratie. Donc pour nous, effectivement, ce très beau score est dû au fait qu'on a su refléter les préoccupations majeures de la population locale. Et d'ailleurs, à cet égard, finalement, nous situer à l'extrême gauche, comme l'a fait Monsieur Saint-Pastous dans la presse il y a quelques jours, pour nous, c'est vraiment, c'est une grosse ficelle qui est destinée à effrayer les gens. Nous ne sommes pas un mouvement d'extrême gauche. Nos propositions, pour nous, sont des propositions de bon sens, évidentes, nécessaires, républicaines. Voilà. Et par ailleurs, juste pour finir là-dessus, il y a aussi évidemment un vote, alors qu'on a pu qualifier d'utile pour Jean-Luc Mélenchon, et finalement ça nous va très bien parce que cette utilité, c'est la reconnaissance finalement du rôle central qu'on a joué dans la recomposition de la gauche. C'est la confiance qui a été faite envers notre programme pour redresser justement la gauche. Et on a aussi une responsabilité vis-à-vis de cet électorat auquel on va aussi essayer de s'adresser durant cette campagne législative. Comment vous situez-vous par rapport à l'Union populaire Bigorre Insoumise 65 qui a également fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon? Oui, ce à quoi vous faites référence, effectivement, correspond à l'organisation, à la structure de notre mouvement dans chaque territoire. Donc nous sommes organisés en groupes d'action qui sont autonomes. Chaque groupe d'action a évidemment sa liberté de parole et d'analyse. Pour autant, il y a eu, concernant l'approche des élections législatives, des assemblées de circonscription, durant lesquelles, d'une manière tout à fait démocratique et organisée au niveau national, des chefs de file ont été dégagés pour représenter et pour porter la parole de l'Union populaire, et avec toute la légitimité qui va avec. Donc ces chefs de file pour la première circonscription étaient et sont toujours d'ailleurs Sylvie Ferrer et Benjamin Cyr. Pour la deuxième, il s'agit de Victoria Claude et de moi-même. Donc là, on rentre dans la phase de validation des candidatures et qui va nous amener très prochainement vers une convention nationale, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'il y avait des discussions qui étaient en cours avec les autres organisations politiques pour finalement valider les binômes comme candidats. Voilà. Êtes-vous certain que vous n'aurez pas une candidature
en face de vous qui viendraient de Bigorre Insoumise? Alors, l'idée, honnêtement, me semble saugrenue dans la mesure où l'idée, si on défend bien l'intérêt général, c'est de porter des députés de l'Union populaire à l'Assemblée nationale. Bon, donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être discipliné au sein du mouvement. Et quand bien même il y aurait d'autres candidatures qui pourraient apparaître dans le paysage politique et qui se revendiqueraient du soutien de Jean-Luc Mélenchon, ce ne serait pas le cas. Voilà, c'est-à-dire que les seules candidatures Union populaire validées par le comité électoral sont les nôtres. Voilà. D'accord. Donc pour les élections présidentielles de second tour, il n'y a aucune surprise, vous allez faire en sorte de battre Marine Le Pen. Alors, on a une position singulière sur le sujet, c'est-à-dire que pour nous disons très clairement, l'extrême droite n'est pas une option pour la France, on l'a dit, pas une voie effectivement pour Marine Le Pen. Ensuite, on ne donne pas pour autant de consignes de vote. Ce sera à chacun de prendre ses responsabilités. On a fait une consultation interne au sein de l'Union populaire, dont les résultats donnent peu ou prou à peu près 3/3, avec une possibilité pour certains du vote barrage, donc c'est-à-dire le seul bulletin de vote dont les électeurs peuvent disposer pour voter contre le projet de Le Pen. Ensuite, il y avait également la possibilité du vote blanc et la possibilité de l'abstention. Et on voit bien que finalement, ces trois choix sont relativement équitablement répartis au sein des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc les trois choix se respectent et nous, tout ce que nous disons évidemment, c'est que nous refusons réellement la présence de Marine Le Pen après ce second tour. Voilà, pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Alors, revenons aux législatives, donc la campagne va vite commencer, elle a déjà commencé pour vous, je crois. Alors la campagne effectivement commence dans la mesure où nous considérons ces élections législatives comme un troisième tour, quelle que soit l'issue finalement du vote de dimanche prochain. Aucun cas de figure ne peut nous satisfaire et nous savons que dans tous les cas, nous aurons à mettre en place une force d'opposition efficace et forte au sein de l'Assemblée nationale et c'est déjà le message qu'on porte finalement auprès des électeurs pour aussi leur redonner de l'espoir dans ce marasme. Et évident que pour un citoyen humaniste aux idées portées à gauche, la situation actuelle est proprement désespérante si on s'arrête aux résultats à venir de l'élection présidentielle. Donc on se projette déjà sur ce troisième tour démocratique. Et là-dessus, nous sommes clairs, nous sommes vraiment dans l'opposition à la politique de droite qui va être menée. Bon, et d'ailleurs, nous aimerions qu'il y ait autant de clarté avec les autres candidats déjà déclarés. Si j'en crois les déclarations dans la presse du successeur de Madame Dubié, le statut finalement, son positionnement politique n'apparaît pas clairement. Est-ce qu'il va soutenir la politique qui sera menée par la droite, ou est-ce qu'il va au contraire s'y opposer? Voilà, on aimerait quand même avoir un certain nombre de clarifications par rapport à ça pour pouvoir ensuite débattre clairement des différents sujets et que les citoyens puissent être éclairés finalement. Quels seront les dossiers sur lesquels vous allez particulièrement mettre l'accent dans cette circonscription? Alors nous, il y a plusieurs questions qui sont centrales pour nous, qui rejoignent finalement les axes de campagne qui étaient les nôtres durant la présidentielle, qui restent notre boussole politique. Donc concernant la ruralité, et il y a la zone montagne, et puis parce que c'est finalement une circonscription qui est assez hétérogène en termes géographiques, sociologiques. Sur le nord du département, la problématique centrale, d'après nous, c'est effectivement le recul finalement de la République dans ce milieu rural, à tout point de vue, au niveau de l'éducation, avec des fermetures d'écoles, au niveau de l'hôpital. Alors ça va être vraiment un enjeu central, effectivement, de notre campagne. Nous sommes opposés à l'hôpital unique de Lannes et à ce projet qui nous semble dangereux à plus d'un titre. On a déjà fait des conférences de presse sur ce sujet. On y reviendra durant la campagne. On tient évidemment cette position.
Il y a mille un problème évidemment qui se pose dans cette circonscription et auquel il va nous appartenir de répondre en allant consulter les gens. Et ça va être tout le sens de notre campagne. On va essayer de faire une campagne qui soit axée sur la consultation citoyenne. On va bientôt présenter un calendrier de réunions ouvertes à tous, où on va pouvoir finalement recueillir aussi les avis des citoyens. Ils vont nous dire de quelle manière on doit résister, de quelle manière on doit lutter. Alors nous on est source de propositions, on a un programme politique qui est très riche, mais voilà, notre idée c'est aussi de partir quand même de l'avis et des préconisations des citoyens. Il va y avoir la question qui va se poser également, alors parmi les thématiques importantes, il y a la thématique évidemment écologique, on l'a dit, elle est centrale. La zone de montagne en particulier, les vallées sont déjà touchées par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste, tout le monde en fait le constat. Ça va aller en s'accélérant dans les années à venir. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. C'est quelque chose contre lequel il faut lutter. C'est quelque chose aussi avec lequel il va falloir faire. Donc on a là des choses à dire sur le tourisme, on a des choses à dire sur l'agriculture et on a des choses à dire également sur les centrales hydroélectriques dont la gestion pourrait être, comme vous le savez, partiellement privatisée. C'est à quoi nous nous opposons bien évidemment. Et Lourdes, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire ou quelles actions entreprendre pour relever la ville de Lourdes ? Voilà, là, alors, il y a un gros travail pour le coup de consultation à faire à Lourdes. On sait qu'il y a des choses de grands projets. C'est une ville qui a été très bousculée par les crises récentes, par le Covid. Donc là, on envisage vraiment spécifiquement un travail de fond où on va discuter avec tous les acteurs concernés. On va à la rencontre des élus, on va à la rencontre des travailleurs saisonniers, évidemment. Et voilà, pour finalement essayer de dégager des axes qui vont être ceux d'un développement, comment dire, qui soit viable sur le long terme et qui soit juste socialement. Voilà, en fait, on reste toujours dans tous les thèmes qu'on aborde sur cette boussole politique qu'on ne lâche pas. Et voilà, donc il y a beaucoup d'effets d'annonce en ce moment, effectivement. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc voilà, ce qui nous interpelle et ce vers quoi on va aller, c'est vraiment vers une répartition juste finalement de la manne financière annoncée. Qu'est-ce que vous pensez du côté religieux de Lourdes ? Alors, on est un mouvement républicain et laïque, donc la laïcité, au terme où on l'entend, ce n'est pas une arme contre les religions, quelque chose soit bien clair, et contre aucune religion d'ailleurs, ni l'islam, ni la religion catholique, ni une autre. Nous reconnaissons évidemment, culturellement, historiquement, c'est une évidence, l'aspect religieux culturel de Lourdes. Pour autant, ça ne doit pas escamoter tout le reste. Et on aimerait aussi faire de Lourdes une ville culturelle au sens large et développer finalement un tourisme qui ne soit pas exclusivement religieux. Voilà, ça c'est clair aussi, dans l'intérêt à la demande des habitants, des citoyens de Lourdes eux-mêmes d'ailleurs.